Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la violence qui accompagne la campagne électorale a suscité des réactions d'inquiétude des pays partenaires de l'Ouganda. La communauté d'Afrique de l'Est va dépêcher une mission sur place afin de veiller au bon déroulement des élections prévues en janvier 2021. Vers peut-être une normalisation des relations entre le Soudan et les États-Unis. L'administration américaine a officiellement retiré le Soudan de sa liste des pays soutenant le terrorisme. En Éthiopie, un convoi d'aide humanitaire est arrivé le 12 décembre dans le Tigré à Mekele, la capitale régionale, une première depuis le début des combats. Mais tout d'abord, l'arrêt des relations diplomatiques entre la Somalie et le Kenya. La décision a été prise par le gouvernement somalien et annoncée il y a quelques heures. La Somalie appelle tous ses diplomates en poste au Kenya à rentrer au pays et a ordonné aux diplomates kenyans en Somalie de quitter le territoire. C'est ce qu'a déclaré le ministre somalien de l'Information Osman Aboubakar Doubé lors d'une conférence de presse. La Somalie accuse le Kenya d'ingérence. La décision de rompre les relations diplomatiques intervient alors que le président kenyan Uhuru Kenyatta reçoit depuis lundi à Nairobi Mzee Bihi Abdi, le président du Somaliland, la région somalienne autoproclamée indépendante. Après 34 ans à la tête du pays, le président sortant Yoweri Museveni est candidat à sa réélection le 2 novembre. La commission électorale d'Ouganda lui a ouvert la voie du scrutin en validant sa candidature à l'élection présidentielle prévue en janvier 2021. Et à quelques semaines du vote et au regard des affrontements entre forces de l'ordre et certains leaders de l'opposition, une mission d'observation sous-régionale va être déployée sur le terrain. Marie-Raphaël Antolo. Le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, Amlimbaret Mfumukeko, a écrit au gouvernement ougandais pour lui faire part de son intention de déployer une mission d'observation pour les élections de janvier 2021. Dans la lettre, la CAE a mis en évidence la communauté et les institutions internationales, les missions diplomatiques, les organisations et missions d'observation des élections et les organes de gestion des élections. Dans la validation et dans l'évaluation de la régularité des élections, de la campagne électorale, l'accès aux médias, le temps de parole accordé aux différents candidats de l'opposition, jusqu'à l'organisation logistique des élections, l'inclusivité des citoyens dans le processus électoral, au déploiement, à la centralisation au niveau des commissions électorales indépendantes jusqu'à la proclamation par le Conseil constitutionnel. Soulignant que des manifestations qui ont donné lieu à des violents affrontements avec les forces de l'ordre et des manifestants protestant contre l'arrestation de Bobi Wine, farouches opposants au régime en place, se sont déroulées ces derniers jours à Kampala. De l'avis de certains experts, de nouvelles manifestations sont à prévoir et pourraient perturber le processus électoral. Pour les autorités, il faut pouvoir garantir des élections sereines et sécurisées. À cet effet, des dispositions sont en train d'être prises par l'État. On se rappelle bien que le dernier scrutin organisé, il y a eu moins de participation en tant que telle, en dehors de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, que ce soit les représentants de l'Union européenne, y compris même de l'Union africaine, ils n'ont pas eu accès réellement à la traçabilité de toutes les opérations électorales en tant que telles. Donc le nom que nous sommes aujourd'hui, si nous voulons avoir des élections apaisées, qu'aujourd'hui la communauté internationale, notamment l'Union africaine, Notons que le déploiement de la communauté de l'Afrique de l'Est intervient également à la suite d'une invitation du ministère ougandais des Affaires étrangères allant dans ce sens. À cet effet, la communauté de l'Afrique de l'Est a déclaré que le déploiement de décembre serait suivi d'une mission à court terme à la mi-janvier 2021. L'opposition béninoise plaide en faveur du retour à l'esprit de la Constitution de 1990, une volonté réaffirmée dans le cadre des célébrations des 30 ans de cette Constitution qui avait fait du Bénin un modèle sur le plan démocratique, une volonté qui intervient également à quelques mois de l'élection présidentielle fixée au 11 avril 2021 et en pleine polémique sur la révision de la loi fondamentale opérée en novembre 2019. Décision décriée également du côté de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui accuse le pouvoir béninois d'avoir, je cite, violer les idéaux de la Constitution de 1990.
Le Soudan y figurait depuis 27 ans. Les États-Unis ont ce lundi officiellement retiré le Soudan de leur liste des États soutenant le terrorisme. L'inscription sur cette liste empêchait le pays de la Corne de l'Afrique de commercer avec les pays étrangers, des pays qui ne pouvaient pas non plus y investir sous peine de sanctions. Ce retrait est donc une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie soudanaise. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Depuis ce 14 décembre 2020, le Soudan ne figure plus dans la liste américaine des États finançant le terrorisme. L'ambassade des États-Unis à Khartoum a déclaré dans un message Facebook que la période de notification au Congrès de 45 jours est expirée et qu'une notification à cet effet, signée par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, serait publiée au Federal Register. Une initiative qui pourrait permettre à ce pays d'Afrique de l'Est d'obtenir des prêts internationaux pour relancer son économie en difficulté. Ce retrait de la liste des États sponsors du terrorisme ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunité pour le Soudan. Si on ne prend que par exemple le cas de l'humanitaire, il va pouvoir entraîner le déblocage de près de 89 millions de dollars d'aide humanitaire américaine dans un premier temps, mais aussi plus tard 60 millions d'aides humanitaire annoncée par les États-Unis, ce qui va faire en sorte que le Soudan recevra au terme de cette année à peu près 493 millions de dollars d'aide humanitaire américaine suite à cette décision-là. En octobre 2020, le président Donald Trump a annoncé qu'il retirerait le Soudan de la liste s'il respectait sa promesse de verser 335 millions de dollars aux victimes du terrorisme américain et à leurs familles. Le Soudan a accepté de verser des indemnités aux familles des attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, attentats perpétrés par Al-Qaïda alors que Ben Laden vivait au Soudan. Le retrait du Soudan est également une incitation clé pour le gouvernement de Khartoum à normaliser ses relations avec Israël. Il y a une nouvelle opportunité à travers cette conjoncture nouvelle engendrée par le retrait de la liste des États sponsors du terrorisme qui va permettre donc au gouvernement de transition qui est extrêmement fragile de pouvoir négocier avec les partenaires internationaux et avec les institutions financières internationales les moyens de mieux gérer la conjoncture économique interne. Il faut donc souhaiter que la normalisation des relations avec Israël, qui est combinée au retrait de la liste des États sponsors du terrorisme, n'entraîne pas une nouvelle dégradation de la conjoncture politique interne avec des manifestations à répétition qui pourraient menacer un gouvernement déjà extrêmement fragile. La désignation du Soudan comme État parrain du terrorisme remonte à l'année 1990 lorsque le Soudan a brièvement accueilli le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, et d'autres militants recherchés. Le monde de la culture et des arts reste fortement fragilisé par l'impact économique et financier de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'étendue des pertes financières et les conséquences du confinement à court et moyen terme sur l'emploi sont considérables. C'est le cas précisément au Botswana où le gouvernement a annoncé un fonds de secours pour tenter de sauver le domaine de la culture. Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement botswanais a dépensé 35 millions de pula pour soutenir et soulager l'industrie créative des effets du Covid-19. À cet effet, le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Tumiso Ragare, a déclaré que 16 567 artistes avaient bénéficié du fonds de secours Covid-19 du ministère et que 16 millions de pula avaient été dépensés jusqu'à présent. Voyez-vous, lorsqu'on parle des industries créatives, voyez-vous, en réalité, c'est ce qu'on appelle vulgairement les industries culturelles ou alors les industries créatrices de spectacles et de joie. Alors, voyez-vous, un pays comme le Botswana est vraiment ancré dans la tradition avec les spectacles comme ça, faits par des humoristes, les films comme ça tournés par des Botswanais et puis les musiciens, voyez-vous. Alors, une fois que ces activités sont fermées, les salles de spectacle, les salles de cinéma et autres, voyez-vous, il y a une baisse des promoteurs de ces activités, notamment ceux qui ont l'immobilier, qui doivent recevoir ces différents spectateurs. Et maintenant, ceux qui doivent prester également perdent en termes de revenus.
Selon le ministre, le gouvernement est engagé à soutenir l'industrie créative et à aider dans la lutte contre la COVID-19. Cependant, il a déclaré qu'en dépit des efforts et des engagements du ministère pour trouver des solutions, certains artistes ont décidé d'engager le groupe de travail présidentiel COVID-19, affirmant que le ministère refusait d'offrir de l'aide. Alors, première chose, il faut que l'État mette en place des politiques économiques de financement ou alors d'appui à ces différents organisateurs de ces spectacles pour pouvoir les amener à minimiser un peu leur coût de production. L'État peut également appuyer sur le levier recettes fiscales, c'est-à-dire revoir un peu, accorder des exonérations fiscales à ces différentes activités, autant pour moi. Rappelons que le secteur des arts botswanais était en plein essor et connaissait un certain succès avant l'arrivée de la pandémie de la COVID-19. Cependant, le ministre adjoint de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et de la culture a souligné qu'une mise en œuvre du Conseil national des artistes apporterait des changements dans l'industrie créative. Des médicaments et des vivres étaient attendus dans la région où 600 000 personnes dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Un convoi humanitaire international a enfin été autorisé par les autorités éthiopiennes. Le convoi est arrivé à Mekele, la capitale du Tigré, lieu il y a encore quelques jours d'une violente offensive déclenchée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Nelly Claude Bessa. Pour la première fois depuis le début des combats, un convoi d'aide humanitaire internationale est arrivé à Mekele, la capitale du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Le convoi transportait des médicaments et du matériel médical pour soigner plus de 400 blessés, ainsi que des articles pour le traitement de maladies courantes et chroniques. Le ministère éthiopien de la Santé a lui aussi distribué des médicaments et du matériel médical aux structures de santé de la capitale. Selon les humanitaires déployés sur le terrain, ce convoi de secours médical permettra de regarnir les stocks, d'aider les patients et d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement. Ces actions favorisent la création d'un environnement de protection pour les plus vulnérables, notamment à l'accès à l'eau potable et à l'alimentation. Pour une meilleure prise en charge des victimes, les centres de services sanitaires doivent alors veiller à leur bon déroulement. Selon les médias locaux, près de 50 000 habitants du Tigré ont fui au Soudan voisin et un nombre indéterminé ont été déplacés à l'intérieur de l'Éthiopie. Une situation imputée à l'opération militaire lancée le 4 novembre 2020 par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour chasser les dirigeants de la région issus du Front de libération du peuple du Tigré après des mois de tension. L'Éthiopie fait face à des besoins considérables en raison de nombreuses crises auxquelles elle est confrontée. Des crises qui résultent essentiellement des conflits intercommunautaires, ethniques et de chocs climatiques. Le pays accueille la deuxième plus vaste population de réfugiés en Afrique, dont la majorité dépend des aides humanitaires. Pour les observateurs, cet appui en matériel médical contribuera à soulager les populations de Mekele qui, depuis des semaines sans réapprovisionnement, traversent une période de crise assez difficile. Dans le contexte de la crise sanitaire majeure que traverse le monde, dont le continent africain avec une récession économique anticipée induite par les mesures des gouvernements pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le secteur bancaire, vous allez le voir, est fortement impacté. Philomène Tine. L'agence de notation Moody's prédit des perspectives négatives pour le secteur bancaire africain au titre de l'année 2021. Sur 50 banques analysées, 63% des banques de la région se retrouvent avec une perspective négative, contre 37% pour des perspectives stables et aucune dans la perspective positive. Une situation induite par les conséquences de la pandémie du Covid-19. Les conditions d'exploitation vont demeurer difficiles car l'activité économique, la consommation des ménages et la confiance des investisseurs resteront fragilisées par la pandémie. Les États africains lourdement endettés ont une capacité limitée à absorber les chocs. Si l'ampleur de la crise du Covid-19 sur les banques africaines se précise, certaines d'entre elles auront beaucoup de mal à secourir les banques commerciales en difficulté, estime Moody's. Ces banques commerciales, quant à elles, pourraient faire face à un faible niveau de liquidité.
la notation et les perspectives que Moody's propose ne sont pas du tout surprenantes au regard de la tonie qui a caractérisé l'économie globale et l'économie africaine pendant toute l'année 2020. On finit une année où les perspectives africaines de croissance ont été compromises. On était parti sur des perspectives globalement pour le continent de l'ordre de 5% et on se retrouve avec une croissance qui dépasse à peine les 2%. Donc aujourd'hui, on doit dire que le secteur bancaire, qui est largement dépendant de la croissance des autres activités économiques, est affecté de manière tout à fait corrélée au reste des activités économiques. À noter que les experts sont d'avis que le secteur bancaire africain est surtout menacé par le risque d'une forte augmentation des prêts improductifs. Ils ont d'ailleurs déjà atteint un niveau élevé de 11% en 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.